Bonjour et bienvenue dans ce 31e épisode de Dragon Ball Cast, votre podcast sur Dragon Ball. Aujourd'hui, c'est soirée spéciale Saint-Valentin. Donc nous allons parler des femmes, enfin la place des femmes et la plupart des personnages féminins de Dragon Ball. Bonsoir Charnalk. Bonsoir. Bonsoir Shonen Gohan. Bonsoir. Et bonsoir Gokuten. Bonsoir. Vous allez bien? Impec. Mieux que toi, en tout cas. Ouais, ça c'est. Je suis désolé pour les auditeurs, mais je suis un peu malade. Donc du coup, je vais te laisser parler, Charnalk. Qu'est-ce ta voix? Oh, il m'apprend au dépourvu, ce monsieur. Écoutez, bravo. On va peut-être passer au point news tout de suite dans ce cas-là. Écoutez, on va passer au point news donc sur l'actualité de Dragon Ball. Je crois qu'il y a une petite actualité hormis le tome du Yamcha Gaiden qui est sorti et dont on a longuement parlé dans le dernier podcast. Il y a également le tome 6 de Dragon Ball Super qui est sorti dans la foulée. Alors, je pose comme ça la question au cas où, mais l'avez-vous acheté? Oui. Non. Oui. Merci. L'avez-vous lu? Non. Non. J'ai lu Merci. l'escale, moi, donc ça compte pas. Ah, mon Dieu, cet homme lit les scans. Mais quelle est donc cette créature? Oui, écoutez, je suis le seul à l'avoir lu. Alors, je vais vous dire la vérité, j'aime beaucoup l'arc du plus fort en manga, le début. J'aime beaucoup le début, peut-être parce qu'il est très différent de l'animé. Mais disons que, déjà, le duel avec les dieux de la destruction... Entre eux, je trouve ça super. Vermoon, il est assez balèze. Mais les autres aussi sont plutôt bien mis en valeur. Donc, ce qui fait que, ouais, il y a une sorte d'équivalence entre chacun d'entre eux. Lui, il est peut-être plus rapide. Excusez-moi, le renard, là, l'espèce de renard, là, par exemple, il peut déjouer les tours de Vermoon. Comment? Les queers. Les queers, par exemple. Donc, ils ont chacun des spécialités bien différentes. Malheureusement, comme vous le savez, ça va beaucoup trop vite. Les Zeno, ils ne comprennent rien du tout. Donc, on va se démerder autrement. Ça retrace évidemment comment Son Goku va recruter un à un ses compagnons. Alors, tout le monde le sait, mais on ne voit pas le combat entre Freezer et Goku, contrairement à l'animé. Il y a une petite ellipse. Ainsi soit-il. Tout comme on ne voit pas comment il recrute Tenshinhan, et ça, c'est un peu de la merde. Et également, qu'est-ce qui se passe? On a le recrutement de numéro 17. Toyotaro répond là, et d'ailleurs, à une question que beaucoup avaient trouvé incohérente à l'époque, c'est-à-dire que numéro 17, dans le manga, disait « Ah, je reconnais cette voix ». Lorsqu'il donnait son énergie pour le Genkidama final de Majin Buu. Et en fait, dans Dragon Ball Super, Totaro te révèle que, mais il était à l'intérieur du corps de Cell, donc il entendait et voyait tout ce qui se passait. Voilà, c'était une petite anecdote de Totaro. Évidemment, ça fait plaisir, ouais. Ouais, ça peut faire plaisir, effectivement. Enfin, ça fait même très plaisir. Après, pour le reste, ça se lit, c'est sympathique. Les combats, il y a le fameux combat entre Toppo et Goku qui est, selon moi, l'un des meilleurs mangas, l'un des meilleurs combats de Dragon Ball Super. Je trouve que la mise en scène, c'est plutôt bien foutu. Il y a certaines cases qui sont excellentes, notamment Goku en Super Saiyan 3. J'ai plutôt bien aimé ce passage-là, il était vraiment en classe, alors que je lisais le tome de Yamcha Gaiden à côté, je me disais, oh là là, Totaro, c'est pas très inspiré et tout, et là, j'avais quand même un truc qui me trompait, justement, où je me disais, putain, quand même, Toppo versus Goku, c'est quand même quelque chose dans le manga, c'est quand même bien rendu. Ouais, là, t'arrives à sentir l'impact des coups, la vitesse, c'est vrai il s'est quand même bien débrouillé sur ce passage-là. Ouais, c'est très bizarre que ce combat-là. Autant celui de numéro 17 contre Goku, je trouve, je dirais pas bidon, mais je ressens pas tellement d'émotion. Mais là, c'est vrai que Toppo versus Goku, ça sort de l'ordinaire pour Toyotaro, ce combat. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment pas mal. Et puis le combat est intelligent parce que justement Goku perd avant même de se transformer en Super Saiyan Blue. Enfin, il est sur le point et puis c'est à ce moment-là où Toppo lui donne le coup de grâce. Donc c'est plutôt bien vu. Après, évidemment, ça se termine avec cet adieu de Bulma qui leur dit, qui leur souhaite bonne chance, qui était en fait un hommage à Hiromi qui venait de décéder justement. Donc ce chapitre est paru peu après son décès. Donc cette case est vraiment faite pour rendre vraiment hommage à Hiromi et c'est vrai qu'on lui doit ça. Voilà pour moi. C'est beau ce que tu dis.
merci beaucoup. Donc voilà, un tome sympathique que je préfère peut-être même au précédent, mais de toute façon, Toyotaro, je l'ai toujours trouvé très passionnant quand il s'agit d'expliquer, quand il s'agit d'établir des règles ou des choses comme ça. Je le trouve vraiment génial. C'est juste que je sais que les 2 prochains tomes, bah ouais, je vais peut-être m'emmerder un peu, quoi. Tu sens que c'est un vrai fan, quoi, parce qu'il réussit justement à faire des petits clins d'œil, il y a plein de petits passages qu'on connaissait avant, qui n'avaient pas forcément été approfondis, donc c'est ça qui est plaisant avec lui. C'est vrai, c'est intéressant ça. Non, effectivement, il y a des petites choses qui sont intéressantes là-dessus. Bah, justement, le fait que le numéro 17 revienne sur le fait que, ah oui, je sais à quoi tu ressembles car je t'ai vu, j'étais dans le corps de sel. C'est vrai qu'il y avait quelques des personnes qui te disaient que, ah ouais, mais ça c'est incohérent que numéro 17 connaisse la voix de Goku, il l'a jamais entendu. On pouvait se dire que cette incohérence dans le tome 42 venait du fait que c'était Lunch qui devait dire cette phrase-là et que voilà, elle a été remplacée par numéro 17. Et en fin de compte, bah non, on a trouvé une petite idée, une petite faille en tout cas pour... Ouais, voilà, c'est ça qui est pratique, il rétablit des petites incohérences comme ça. Voilà. Non, c'est pas indispensable, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours très plaisir. Évidemment, dans ce manga-là, on t'introduit d'autres éléments. Bah, par exemple, Vermoon qui vient chercher Jiren. Alors, Jiren, il dessinait c'est très bizarre la manière dont il est dessiné en fait. Jiren, dans le manga par rapport à l'anime, t'as vraiment l'impression que c'est pas le genre de personnage qu'aime dessiner Toyotaro. Enfin, je sais pas. Le feeling qu'il a avec ce personnage est très étrange. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Et on nous tease effectivement que Jiren a un souhait, il a un vœu, ce qui ne sera jamais révélé dans l'animé, parce que je pense que la Toei n'avait pas cet élément, cette information-là. C'est le cas dans le manga, ils savent où ils vont avec ça. C'est intéressant, et ma foi, Vermoon a l'air vraiment assez maléfique, donc on sait tous qu'il vient du Joker, tout comme son ange vient de, comment elle s'appelle, Harley Quinn dans DC Comics. Donc voilà, c'est plutôt bien foutu. Moi, je me pose des questions quand je revois effectivement tout ça avec Kuririn, le temps de passage qu'il y a sur Kuririn, et tu me dis putain, tout ça pour ça. Le passage où Calais et Califla interviennent est très intéressant parce que là aussi, on voit tout de suite que Calais est très discrète, mais la manière dont elle subtile l'arme d'un Saiyan, tu te dis il y a anguille sous roche. Donc déjà ça, c'est intéressant. Oui. D'accord. Donc il y a des petites choses comme ça, donc c'est intéressant, tu te dis oh là là, j'ai hâte que le tournoi arrive. Bon, on a beaucoup été déçus par ce tournoi, mais bon voilà. Ah sinon, il y a une phrase aussi, je devais quand même la dire, il y a une phrase que j'avais lue dans les fans dans les fans, comment on dit ça ? Les fans trad, oui, excusez-moi. Les fans trad où par exemple, il y avait une blague de... Forcément, je l'ai reconnu puisque c'est Tenshinhan qui dit ce dialogue, donc forcément, ça m'avait marqué. Donc en fait, c'est-à-dire que quand Goku vient chercher le dernier participant, tout le monde pense qu'il s'agit de Yamcha. Et en fait, t'as Tenshinhan qui dit « Pourquoi il est parti chercher quelqu'un ? À part Yamcha, je vois pas qui. » Et après, il y a Tenshinhan qui dit « Vous croyez qu'il a des problèmes pour venir ? Si ça peut dépanner, je vais chercher Chaozu. » Et en fait, dans la version fan trad, c'était marqué « Ah, je suis sûr qu'il est parti, qu'il allait chocotte Yamcha ou un truc comme ça. » Mais c'était vraiment dans le dénigrement. Et donc du coup, je me disais, ça colle pas du tout avec Tenshinhan, il est pas du tout comme ça. Et j'ai été content de la traduction de Fetoua, effectivement. Et c'est vrai, ça n'a rien à voir. Là. Ça n'a strictement rien à voir. Autant Yamcha peut prendre cher, effectivement, dans ce manga, notamment dans une page où ils disent « Ah là là, je vais m'entraîner, je serai toujours utile pour mes amis. » Là, c'est même plus une erreur de traduction. Là, moi ça me fait pas rire, pas seulement cette blague, mais bon, ainsi soit-il. Et sinon, tu as des petites corrections du maître Toriyama à la fin du tome, et c'est assez sympathique, notamment sur Jiren, notamment sur Califla, et sur le visage de Kuririn, qui bizarrement... Ouais, j'ai pas de préférence entre la correction et ce qu'a fait Toyotaro, c'est très bizarre. Mais ouais, ça c'est toujours intéressant à voir les corrections, c'est savoir très intéressant. Les coulisses, tout ça, c'est toujours... c'est très intéressant. Et je me rappellerai toujours, c'était que dès Bedtime, il y avait un chapitre où numéro 18 fait face à Rebrian dans ce chapitre. Et je crois que c'était Léo qui avait dit, mais je pense que ça a été corrigé par Akira Toriyama, cette numéro 18 qu'on voit. Ah oui, je me souviens de cette correction. Et il s'avérait que c'était vraiment Akira Toriyama qui avait modifié la page. C'est brillant, bravo les gars. Bravo les gars. Je trouve quelque part que c'est dommage ces corrections sur Krillin et sur... Ah bon ? Sur Jiren, parce que Krillin, on a l'impression vraiment qu'il a perdu 20 ans. T'as vraiment l'impression que c'est un gamin sur ces pages-là.
Et Jiren, c'est peut-être à mon avis ce qui te fait que toi t'as du mal avec le Jiren de Toyotaro, c'est parce qu'il a été corrigé par Toriyama d'après moi. Parce que il a vraiment plus du tout le même physique que celui qu'il avait imaginé au départ, qui était un peu plus élancé. Il ressemble un peu plus à Broly en fait, Tu trouves dans son corps, ouais. D'accord. Dans celui de Toriyama. Donc c'est peut-être pas. ça qui fait que t'as du mal. Ouais, c'est peut-être ça, je sais pas. Parce que c'est un personnage qui maîtrise peut-être pas beaucoup dessiné comme ça. Ouais, c'est peut-être ça. Parce que c'est vrai que quand je regarde les fesses super musclées, le dos et tout, je sais pas, je trouve ça très bizarre. J'aime bien aussi la petite correction de Toriyama sur le trait qui montre que Jiren tourne la tête. Et la correction de Toriyama qui te dit il ne vaut mieux pas dessiner ce mouvement, sauf dans le cas où le personnage se retourne très vite. Ça donnera un air plus posé. Et j'aime beaucoup cette note de Toriyama. C'est vraiment, ça fait vraiment très maître-élève. C'est genre, je vais t'apprendre un petit peu. Enfin, je sais pas. Il y a une pensée derrière son dessin, quoi. Ah oui, non, mais tout est bien pensé. C'est vraiment un putain de génie, Toriyama. Oh, pardon, on le savait déjà. Voilà. Bah écoutez, pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce tome-là. Donc, si vous voulez parler d'une autre actu, je vous écoute. Quoi. Non, je crois qu'il n'y a rien à dire. Eh bien, écoutez, quand on va sortir le podcast, la Saint-Valentin sera déjà passée, mais bon, on va parler des femmes fortes, enfin des femmes plus ou moins marquantes dans l'univers de Dragon Ball. Et écoutez, on va pas dire chacun autour, on va faire par ordre d'apparition. Et puis après, il y aura peut-être des petits extras pour dire, voilà, ce personnage des films, le personnage des TV spéciaux, Silipa, Zangia, etc. Donc, on va faire par ordre chronologique. Et je crois que la première femme, ça serait une certaine Bulma. Qu'est-ce que vous en pensez de ce personnage ? Qui ne connaît pas ce personnage ? Qui ne connaît pas Bulma ? Ouais, exactement, qui ? Hey. C'est difficile de passer à côté, je pense. De tout le début, c'est presque avec Goku la personnage principale du début de Dragon Ball. Hein, parce que c'est elle qui fait, je veux dire, qui lance l'aventure, frère. Ouais. Vraiment, donc s'il y a vraiment un personnage féminin principal, je veux dire, c'est elle qui lance tout. Je veux dire. Et malgré tout, elle reste quand même, tout le long de l'aventure, je veux dire, même quand Goku atteint des sommets astronomiques de puissance, on la revoit toujours par-ci par-là pour donner un coup de main, je veux dire. Oui, voilà, elle est présente, elle est présente à chaque arc, en fait. Personnage qui a le plus changé de coupe de cheveux dans toute la saga. Aussi. Voilà. Oui, avec Yamcha. Avec Yamcha, ouais. Et Gohan change aussi pas mal de... Oui, mais moins. Mais c'est vrai que Bulma, étant donné que c'est une scientifique, du coup, le fait qu'elle soit balèze ou pas, tout le monde s'en fout de ça. Le fait c'est qu'elle tire toujours son épingle là-dessus, sur sa technologie, sur ses gadgets. Ça peut aller d'une montre, ça peut aller à la capsule corp, ça peut aller au Dragon Radar, excusez-moi du peu. Non, vraiment, c'est vraiment une génie. Et du coup, il y aura toujours quelque chose à faire pour faire avancer l'intrigue. Bulma, c'est un peu le couteau suisse dans Dragon Ball. Parce que grâce à elle, pour aller sur Namek, allez hop, on va te fabriquer un vaisseau. Pour retrouver le Dragon Ball, allez hop, on a le Dragon Radar. Et t'as toujours une bonne idée sur Bulma, toujours. Avec la Time Machine aussi, c'est elle. La Time Machine, oh là là. À chaque fois, elle est à l'instigation d'un arc où elle est là pour débloquer la situation. Ouais. Une bonne idée ou justement l'excuse pour pouvoir justement débloquer, ouais. Et on remarque aussi, là je pensais aussi à la conception graphique, ou même du personnage en lui-même, on remarque le contraste. Toriyama aime bien faire des contrastes de duo. On a un petit garçon, une grande jeune fille, un qui est totalement teubé, l'autre qui est super intelligente. Il aime bien ce genre d'ambivalence. Au moins c'est souvent comme ça dans les duos, hein, je veux dire, il faut une espèce d'opposition quand même pour que les deux sortent un peu du lot, quoi. Je veux dire, on voit ça ailleurs aussi. Hein, ouais, voilà, la complémentarité. En fait. Voilà, c'est ça, je veux dire, forcément, parce que quand on voit, Bulma n'aurait pas pu, je veux dire, continuer son aventure toute seule, je veux dire, si elle avait rencontré Pilaf, elle aurait été un peu, c'est ça, un peu dans le bon drap, et t'as Goku, alors du coup, qui vient l'aider, mais bon, Goku ne serait jamais sorti de sa maison. C'est ça, il serait jamais sorti arrivé chez lui. Et dans sa quête, je veux dire, il aurait eu besoin de Bulma pour le Dragon Radar, pour le réparer, combien de fois, je ne sais pas combien de fois, pour toutes ces machines qu'elle invente, les capsules Oi-Poi, je crois qu'on dit, je pense. Oi-Poi, ouais. Je veux dire, c'est quand même, elle est ultra utile, quoi, je veux dire. C'est vrai que sans Bulma, pas d'aventure, pas de Dragon Ball, pas de Dragon Radar, pas de... Vraiment, c'est vraiment le personnage central, quoi. Plus, c'est un personnage qui, depuis le dernier film Broly, dont on ne connaît pas réellement l'âge.
Si on connaît l'âge. Bah non, du coup, parce que si on imagine, comme Goku le fait dans le film, qu'elle a utilisé les Dragon Ball à plusieurs reprises pour pouvoir rajeunir, on sait pas quel âge elle a en vrai. Ah, oui. C'est pas faux, on va compter, de toute façon, à la fin, elle a quel âge? 45 ans, je crois, en plus. Elle est supposée avoir 45 ans dans Battle of God, alors qu'en fait, dans Battle of God, elle dit qu'elle en a 39. Donc, soit c'est du bluff, soit ils se sont plantés. Soit c'est du bluff, soit ils se sont plantés, ce qui ne serait pas la première fois. C'est plus logique qu'elle mente, hein, parce qu'elle a vraiment... C'est pas dit comme un mensonge dans le film, cela dit. C'est pas dit vrai, mais à ce moment-là, c'est une grossière erreur, parce que... C'est une très grossière erreur. Déjà, dans l'arc-bout, elle est plus âgée que ça, donc... Oui, ah non, mais elle a totalement rajeuni quand tu regardes de Dragon Ball Super par rapport à l'arc Majin Buu. Ah, mais complètement. Ah bah, clairement, hein. Ah oui, là, vraiment. Et quand tu regardes la tête qu'elle avait dans Dragon Ball GT, même si... oui. Alors, quand tu regardes Dragon Ball GT, elle était quand même beaucoup plus marquée par les années. Ah, complètement. Et là, tu le ressens plus du tout. Là, elle a commencé à retourner vers 30 ans plutôt que de vieillir. Ouais, c'est ça. Et ce qu'on peut dire également sur Bulma, c'est que Toriyama retombe bien sur ses pattes sur une partie qui réadapte vraiment à sa manière, à savoir Terminator, puisque la Bulma du futur, waouh, c'est notre... Comment elle s'appelle dans Terminator? Putain, Sarah Connor. Sarah Connor, oui, ça porte bien. Exact. Exactement. Et quel sort incroyable elle a dans la partie avec Black Goku, justement. Parce que des personnages féminins qui meurent comme ça aussi brutalement, tu vois pas ça tous les jours dans Dragon Ball. C'est vrai. Effectivement, oui. Ouais, donc ça, c'est vraiment... assez violent. C'est vraiment un passage marquant et c'est vraiment un passage qui est là pour te souligner. Ah, ok, vous trouviez que Dragon Ball Super, il n'y avait pas d'enjeu, que c'était pas assez dramatique. Ok, on vous a entendu. Et c'est parti. Et là, effectivement, on voit qu'on ne rigole pas. On ne rigole pas du tout. Ouais, bien vu. Quel homme. Merci. Écoutez, sur ces... on va peut-être passer au deuxième personnage féminin super important à apparaître. Allez hop, c'est parti, Chichi. Ouais, c'est la deuxième. Faisons pas de Chichi là-dessus. Mai, elle apparaît avant ou après? Non, Mai, elle apparaît après. Mai... Non, Mai, elle apparaît Dans l'anime, elle apparaît avant. Mais dans le manga, elle apparaît après. Ah oui, c'est vrai, oui, effectivement. C'est vrai qu'il y a une elle apparaît dès le deuxième épisode, je pense. Dans l'anime, Pilaf apparaît dès le premier épisode, il me semble. Effectivement, non, t'as raison. Mais bon, voilà, du coup, l'anime, le manga... Donc, Chichi, la femme forte par excellence, qui a suivi l'entraînement de Guillermo, justement. Guillaume pour les... Oui, mais bon, vous savez, moi, écorcher les noms, c'est ma grande passion. Guillaume, voilà, donc ça... Sharif, exactement. Sur un chat sur Twitch, il y a pas longtemps, on m'appelait quoi? Chanalk. Bon, Chanalk. C'est un peu bizarre. Mais bref, Chichi, ou l'anime, ou les films, que ce soit dans la saga Garlic Junior, que ce soit dans le film avec Bojack, elle maîtrise le Kaioken, ou des petits trucs comme ça. Enfin, pour la blague, attention, ami de la puissance, calmez-vous. Pour la blague, évidemment. Et c'est vrai que c'est très drôle. J'aime beaucoup la rivalité qu'il y avait entre Chichi et Bulma à une certaine époque, qui a totalement disparu aujourd'hui. Mais en même temps, et c'est leur point commun, les deux, elles ont fort caractère, et il faut ça pour mater un Saiyan. Hein. Ah bah ça. D'ailleurs, Vegeta le dit à un moment, je pense. Après qu'on aime bien les femmes à fort caractère. Oui, dans DBS, il le dit. Enfin, dans Battle of God, je crois. Et il a pas tort, hein, parce que c'est tous les deux. Ah, Chichi, quel caractère. Et quel mariage, mes amis, dans le tournoi. Oui. Oui, quel mariage. Oh, je suis marié. Quel retour, surtout, parce qu'on s'attendait pas à la revoir comme ça. Enfin, la première fois que tu lis le manga, en tout cas. Et on dit, mais c'est qui? Et puis après, on la reconnaît. Qu'est-ce qu'elle lui veut, comme ça? Voilà, on la reconnaît, et puis qu'est-ce qu'elle veut? Et puis, d'accord, en fait, elle voulait juste sa promesse de l'épouser. Alors malheureusement, j'ai envie de dire que ça dans l'anime, ça passe malheureusement beaucoup moins bien que dans le manga. Pourquoi? Parce que dans l'anime, ils ont voulu donner pas mal de romances pour faire un programme familial et tout. Du coup, Chichi, tu la voyais assez régulièrement en fait dans l'anime. Tu la voyais à l'époque de Piccolo Daimao, tu la voyais Général Red Ribbon avec Pilaf, lorsqu'il y avait le général Silver, le commandant Silver, pardon. Et du coup, ils avaient fait un premier mariage, je crois. Oui, ils avaient déjà commencé l'idée parce qu'ils savaient que on sait qu'ils vont se marier peut-être un jour. C'était même obligé, mais voilà. Mais dans le manga, on l'a vraiment oublié. Alors dans le manga, c'est une bonne surprise. Oui, c'est une très bonne surprise. Il y a juste Olong qui dit, oh putain, Olong, il a repéré un truc. Oh là là, oui, c'est le seul à la reconnaître déjà. Exactement. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il parle? Comment ça se fait qu'il est aussi perspicace? Ah bah oui, un spécialiste en femmes, exactement. Ah bah oui. Ouais, exactement. Ouais. Du coup, Goku, toi, t'en penses quoi de Chichi, tiens?
c'est vrai que ça reste le personnage principal après Bulma dans les filles. Hein. C'est quand même elle qui a mis au monde deux nouveaux Saiyans aussi assez importants dans le manga. Hein, donc elle compte. Oui, et puis la relation Chi-Chi et Gohan est très importante au départ. Même assez agaçante, en tout cas dans l'animé. Elle est assez agaçante. Hein. Dans l'animé, c'est un peu plus cliché, un peu plus agaçant. Ouais, ils insistent comme d'habitude, hein, ils insistent sur le stéréotype. Ils insistent lourdement, ouais. Ah oui, c'est très très cool. Bah, t'es là, mais faut lui des claques, quoi. Justement, Gohan, Gohan, c'est quoi votre relation avec Chi-Chi vous aimez bien Chi-Chi, vous, par rapport à Son Gohan, ou comment ça se passe? Parce que c'est un peu une tyran vis-à-vis de Gohan, j'ai envie de dire, des fois. Bah, un peu beaucoup même, hein, je veux dire. Bon, on se demande toujours si l'envie de Gohan de devenir un grand scientifique, c'est pas juste l'envie de sa mère plutôt que la sienne, je veux dire. Oui, et puis qui veut lui faire plaisir. Voilà, on sait toujours pas. Bon, apparemment, il continue dans cette voie-là, donc on suppose quand même qu'il a fini par apprécier la chose. Donc ça tombe, c'est un peu un syndrome de Stockholm, tu vois, je veux dire. C'est bien la caricature quand même des parents qui poussent leurs enfants à être meilleurs, à faire de grandes études, etc. Ah oui, clairement. Alors que là, bon, je veux pas être médisant, mais on peut pas dire qu'il a fait de grandes études. Je veux dire. Du coup, est-ce que le survêtement vert du début de Dragon Ball Super, il le porte pour faire plaisir à sa mère? Bah, j'espère pas, parce que franchement, après, vu les coups vestimentaires de Chi-Chi sur Gohan, ça m'étonnerait pas, tu sais. Hein. C'est pas fou. On se souvient de ce qu'elle lui a mis pour partir sur Namek, punaise. Peut-être encore elle qui lui choisit ses fringues le matin. Donc, oui, et puis la coupe au bol aussi, c'est génial. Tout à fait, c'est peut-être elle qui lui coupe encore les cheveux. Hein. Ah, peut-être. Qu'est-ce qu'elle fait vider alors? Rien. Mais c'est vrai que Chi-Chi, justement, si elle est si dure avec Gohan, c'est parce qu'elle a envie que Gohan devienne quelqu'un, et parce que eux, c'est des paysans, je dis pas qu'ils sont pas d'avenir, mais ils aimeraient bien avoir une rentrée d'argent, enfin en tout cas c'est en tout du moins Chi-Chi, et c'est aussi pour ça je pense que Chi-Chi est si dur avec Gohan. Oui, et puis en plus elle reporte tout son amour sur lui, elle a que lui au départ, quoi. Ouais. Après il est toujours absent, après il meurt, enfin. Et puis n'oublions pas que c'est grâce à Chi-Chi dans l'animé que Goten parvient à se transformer en Super Saiyan. D'ailleurs, j'aime beaucoup le développement de personnage de Chi-Chi parce que dans l'arc Buu, elle change radicalement, elle est beaucoup plus cool, beaucoup plus zen avec ses enfants. Ça change. Et ça se ressent avec Goten, justement, vu qu'ils se battent en cachette, elle l'entraîne en cachette. Ouais, tu vois vraiment une différence d'éducation, en tout cas, entre les deux. Hein. Et celle-là, elle est beaucoup moins casse-pied. Cette Chi-Chi-là est beaucoup plus sympathique, je trouve. Et par contre, la Chi-Chi, encore une fois, du futur, oui, je vais parler que du futur. Mirai Chi-Chi. Oh là là, qu'est-ce que c'est triste. Mais on le voit que dans l'animé, ça aussi. Oui, que dans le TV spécial, tout à fait. Mais dans ce TV spécial où Chi-Chi regarde justement le tableau avec elle, son mari, Gohan et tout... ça me soulève le cœur. À chaque fois que je vois ça, je fais oh là là. Parce que toi, tu sais que Son Gohan va mourir, donc tu fais ah là là, c'est dur. Ça veut dire qu'elle va perdre son mari, son fils. Enfin, c'est un film un TV spécial triste pour elle, quoi. Après, elle a une meilleure fin que dans Dragon Ball Super où elle meurt. Dragon Ball Super, elle meurt elle aussi. Il faut au final par la force des choses. Parce que l'univers de Trunks n'existe plus. Dans une des dimensions, il y a Black qui vient tuer. On voit la scène, enfin on voit pas vraiment la scène parce que c'est censuré, mais oui, ça va très vite. Il y a Goten et Chi-Chi qui meurent, hein, je veux dire. Oui, Goten et Chi-Chi dans l'autre univers, je sais plus quoi. Mais dans l'univers de Trunks, de toute façon, il n'existe plus personne à la fin, de toute façon, dans l'univers de Trunks. C'est vrai que là, elle est quand même tuée par son mari, quelque part. Ouais, par le corps de son mari. Oh, pas mal. Ah ouais, mais elle le sait pas, elle pense que c'est Goku, et voilà. C'est terrible comme ça. Bon, on voit rien, mais... J'avoue complètement. Oui, non, Chi-Chi, c'est une femme forte, encore une fois. Je crois que Toriyama doit aimer ça, je veux dire. Peut-être que sa femme, c'est une femme forte aussi, on sait pas. Dans Slum, c'est pareil, les personnages féminins sont très caractériels. Oui, Akane dans Dr. Slum, c'est quelque chose, là. Et même quand ils sont gentils, ils se laissent pas marcher dessus, tu vois. Midori, elle est super gentille, mais elle se laisse pas marcher dessus pour autant, quoi. Oui, Midori a un double caractère. Bulma, c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais un personnage qui me fait énormément penser à elle, c'est l'héroïne de Chrono Trigger. Là, Lucas. Oui. On dirait une version enfant de... Quiconque ayant joué à Chrono Trigger dans les années 90, tu fais oh mais c'est Bulma
Non pas parce qu'elle se ressemble physiquement, absolument pas, mais parce que c'est la putain de génie du groupe et elle a fait créé penser des un peu inventions. à râler au niveau esthétique. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais par contre, en parlant de double caractère, c'est une très bonne transition, on peut parler de Lunch. Et oui, la Super Saiyan avant l'heure. Pas bien vu. Un des meilleurs persos féminins qu'il ait créé aussi, ça. Qu'il a malheureusement fait disparaître honteusement, salaud. Surtout que oui, elle est assez présente dans le début Heureusement qu'il y a encore des Dragon figurines. Ball. Elle disparaît un peu subitement, mais Après le 23e Tenkaichi Budokai, jusqu'à l'arc, tout à fait. jusqu'à l'arc Piccolo, non le deuxième même, ouais, effectivement. Ouais, elle est présente et c'est toujours des barres de rire quand on la voit se changer pour faire de la place pour avoir oui, dans le meilleur visibilité. Ouais, c'est le tournoi génial, avec Kaji Utai, elle c'est commence à tirer génial, dans le ça. truc, c'est pas mal. Et voilà. bien. Avec ses flingues. Et puis On dégage. l'idée est géniale quoi. Ah, l'idée est superbe. Et c'est vrai que je suis désolé pour la traduction de Fedwa, mais sur certains textes, je crois que je préfère pas la traduction de Glenat sur Lunch. Parce que c'est beaucoup plus ordurier en fait, la première traduction. Bah non, ce que tu viens d'évoquer par exemple. Ce que tu viens d'évoquer quand elle veut faire de la place dans le 22e Tenkaichi Budokai. Je trouve que la première version est beaucoup plus marrante, par exemple. Ah oui, c'est vrai qu'elle lance des bâtards ou des trucs Oui, comme ça. des trucs comme ça. C'est qui ce bâtard? Oui, à Piccolo, oui, aussi. Lorsqu'elle le c'est regarde qui à la ce télé. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça marrant. Bon, après, voilà. Ça fera rire peut-être que moi. Mais non, Lunch est un personnage extrêmement marrant. Mais j'ai le sentiment que Toriyama, il l'a évincé parce que je pense qu'il en avait fait le tour, en fait. Il n'avait plus rien à lui faire, je pense, effectivement. Je pense que c'est ça. Oui. Une fois que la blague était sortie, ça devient vite redondant, quoi. C'est toujours la même chose au final. Donc, c'est bon. Les personnages de Toriyama sont. Enfin, il y en a beaucoup comme ça, dès qu'ils ont servi leur rôle, ils disparaissent. Oui, c'est sa manière de fonctionner. Tant qu'il a besoin d'un personnage, il s'en sert, et puis après, il l'oublie, il passe à autre chose, quoi. Il y en a beaucoup comme ça, je veux dire. Mais lors du film Battle of God, il y a eu plusieurs interviews d'Akira Toriyama et ainsi que dans l'édition full color de Dragon Ball. Elle est venue elle a retrouvé Tenshinhan, elle lui a rendu plusieurs fois visite, mais voyant qu'elle ne répondait pas à ses sentiments, elle a fini par partir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, Lunch vient de temps en temps rendre visite à Tenshinhan et Chaozu, mais ça s'arrête là. Non, mais là, franchement, moi, j'adore Tenshinhan, mais là, je le comprends pas. Là, il est gay, c'est pas possible. C'est vrai qu'entre lui et Chaozu, là, ça m'a toujours été bizarre. À mon avis, oui, ça fait Chaozu, mon avis. Dire non à Lunch, non, mais non. Ah, c'est un stoïste, Tenshinhan, donc voilà, c'est... Non, moi je trouve que ça colle au personnage, mais c'est vrai que ça me fait chier pour Lunch, ça me fait chier. Mais ouais, c'est dommage. Mais de toute façon, tous les personnages liés à Tenshinhan ont totalement disparu parce que, voilà, c'est malheureusement plus un personnage populaire. Tsurusen a disparu, Lunch a disparu, Taoi Pai Pai, moi, plus ou moins disparu. Ah, il revient dans Chaos, le il a filler de disparu début. aussi quand même. Ouais, il revient au Cell Game et après, dans les artbooks, il a été dit que après l'explosion de Majin Buu, il est pas revenu à la vie parce que c'était quelqu'un de mauvais en fait là-dessus. Donc, oui. alors que ça n'a aucun sens vu que dans Dragon Ball Super, t'as Ginyu à côté, tu te dis ouais, ça colle pas trop. Bon. Oui, mais ça c'est la faute à DBS. Ouais, voilà, ils font des bêtises. Pas faux. En tout cas, peut-être Gokuten, pardon, t'avais des choses à dire sur Lunch? Bah non, après tout a déjà été dit. Vas-y, lance-toi. Donc, je pensais qu'on allait partir sur Mai maintenant, Mai qui était... Qui n'a pas de Mai. Parce qu'il n'y a que Mai qui maille. Il n'y a que Mai qui maille, ouais. C'est complémentaire. C'était pas un personnage exceptionnel au début quand même. Non, elle n'était pas du tout développée. Ah, mais non, c'était vraiment un... C'est pour ça que c'était surprenant même de voir ce choix de personnage à être développé dans DBS justement. Tout a commencé avec Battle of God, là-dessus. Du coup, où le trio revient et où on se demande, on sait même pas pourquoi au départ, pourquoi ils sont aussi jeunes. Je crois que c'est dans le manga dans le manga, dans le film on l'apprend. Dans le film effectivement on apprend qu'ils ont réalisé un souhait, mais ils se sont trompés lorsqu'ils ont exprimé leur souhait, donc du coup ils ont rajeuni. Ouais. Et dans le manga, ça faisait un petit écho aussi au début de Dragon Ball GT où Pilaf transforme Goku en enfant, quoi. Là c'était juste l'inverse, oui, c'est qui vrai. se sont pris le sort. sort. Exactement, c'est Dragon Ball GT vengeance, inversé. Tout à fait. Ça. Et oui, non, pour le manga, dans Toyotaro, il montre le vœu, mais dans la timeline du futur. Ouais. Oui, j'allais pour que Mai ait le bon âge avec Trunks, justement. Ouais, c'est ça. Exactement, parce que là, c'est vrai que quand il y avait que Black Goku, j'arrêtais pas de crier au scandale, mais c'est pas possible, Mai peut pas avoir le même âge que Trunks, mais elle devrait avoir la cinquantaine, enfin c'est n'importe quoi. Et puis après, ils ont fait ce truc-là, et bizarrement, j'ai plutôt bien accroché avec Et bizarrement, il s'est calmé. Hein. Non, toujours non.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est vrai que cette histoire elle est assez triste parce que justement Gohan est sur le point en fait de réunir les Dragon Ball pour lorsque ses amis se font tuer un à un par numéro 17 et numéro 18 dans le monde alternatif. Et au moment où ils sont supposés sur le point de faire un vœu, d'un c'est fait et de deux Piccolo meurt juste après, je crois. Oui, c'est ça. C'est Piccolo meurt juste après et la case de Piccolo il meurt, elle est dégueulasse. Enfin, je suis désolé. C'est mort après. Je suis désolé pour Toetaro, mais ce dessin de Piccolo est vraiment horrible. Après, comme c'est une page bonus, de la case. C'est que c'est peut-être bon signe. Ça On la mettra sur YouTube. bonus, quoi. Exactement. Mais effectivement, c'est assez atypique de voir un personnage comme ça, mineur, totalement mineur, du début d'un manga revenir et être développé dans la suite de ce manga. J'aime bien l'idée. Bah, surtout qu'au final, au tout début, tu te dis ouais, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait rien changé quoi. Oui, voilà, ça aurait pu être une création de personnage carrément, mais pourquoi pas la faire revenir effectivement. Oui, du coup, on a un autre attachement à ce personnage-là. Oui, ça a permis de créer les gags avec la petite maille, avec le Trunks du présent, avec aussi Pilaf et Chou qui sont à côté, qui sont un petit peu observateurs de tout ça. Donc c'est vrai que ça a pu créer des petits gags. On a le trio qui a plus d'humanité qu'on ne croyait en fait. Oh que oui. Ce qui est génial avec ces personnages-là, avec les sbires de Pilaf, c'est qu'ils étaient tellement peu populaires ou tellement le temps on n'avait rien à foutre, c'est que Toriyama il s'est trompé sur Chou. Il a à un moment renommé Sorbet. Oui. Ah oui. Et c'est pour te dire à quel point il s'en foutait. Ouais. Pas qu'il s'en foutait, mais personne ne les calculait quoi à la base. Effectivement, en même temps, ils sont du très tertiaire. Mai, elle a une apparition super classe effectivement quand ils sont sur le point d'envoyer une bombe sur la voiture de Bulma lorsqu'ils se dirigent vers le château de Pilaf. C'est vachement classe quand elle arrive. Ensuite, Chou arrive avec son petit robot. Mais c'est vrai que ça s'arrête là quoi. Ou dans le film. Voilà. Bon écoutez, sur Mai, un personnage qui étonne en tout le cas par ce qu'elle est devenue aujourd'hui quoi. Et même dans Dragon Ball Legend, quoi, je veux dire. Et dans Dragon Ball Legend, blague à part, elle est très puissante, ce qui est assez étonnant. D'accord. Dans Naked Battle, c'est pas génial. Ça je veux bien te croire. On l'appelait sévèrement la pupute là, mais en off, quelqu'un veut parler de l'enfant. Ouais, enfin en off, tu l'as quand même posé en tweet, hein, donc c'est plus vraiment off quoi. Maintenant on va savoir que c'est moi, donc voilà, j'ai oui, on sait tous que c'est toi. Écoute, l'enfant, moi je trouve qu'elle a de très jolis arguments. Ah, ça c'est vrai. On va dire qu'elle est bien formée. Hein. C'est un combat que j'aime beaucoup lire. Elle est vraiment très drôle, effectivement. Alors, ceux qui ne captent pas l'enfant, c'est celle qui affronte Nam au 21e Tenkaichi Budokai. Oui, exactement. Et qui utilise ses charmes pour essayer de gagner. Qui utilise ses charmes. C'est dommage qu'on ait pas vu ces combats justement pour arriver là, parce que ça aurait pu être très drôle, ça aussi. Surtout contre Jackie Chun, ça aurait été très drôle. C'est vrai que Jackie Chun aurait, selon moi, pu perdre contre elle. Vraiment. Oui. Et c'est ce qu'il disait, c'est ce qui est dit dans le manga. Vous auriez perdu contre elle. Ah oui, là, vraiment contre elle, et elle aurait eu toutes ses chances. Dommage pour Yamcha. Ouais, c'est sûr que là. Mais Yamcha, il a jamais eu de chance dans les Tenkaichi Budokai. Ouais, c'est vraiment un running gag. Hein. Mais c'est vrai que l'enfant, aujourd'hui, vous dites pas que s'il y avait un personnage comme ça dans Dragon Ball, est-ce qu'aujourd'hui, avec notre société actuelle, ça poserait pas problème, blague à part? Ah, on n'y penserait même pas. Il y a plein de gags de Dragon Ball qui passeraient plus. Hein. Oui, non, c'est vrai, c'est ce que je me dis. Regarde Bulma qui montre ses seins ou soi-disant sa culotte. Ou Kuririn qui insulte les homosexuels. Ouais. C'est des choses qui maintenant, qui a été tout le monde serait outré. Hein. Qui a été retraduit pour l'édition Hachette, justement, quand Kuririn dit que c'est tous des pédales dans l'armée du Red Ribbon. Ça a été retraduit, ça, par l'édition Hachette, c'est te dire. Ah bah oui, ce genre de truc, ça passe. C'est vrai que c'est très maladroit, c'est vrai qu'aujourd'hui que tu le lis, c'est un petit peu malaisant. Ils ont mis quoi dans l'édition Hachette? Quelqu'un l'a posté sur Twitter, je l'ai oublié. Mais... Je crois qu'ils ont marqué c'est tous des PD, un truc genre. Ah non, ça, je pense pas, non. Non, je pense pas, non. Un truc encore pire. Du coup, le prochain personnage... Suno alias Spongy dans le premier film. Ah oui, Snow. Snow. Ouais, Snow.
Ouais, Suno, ça dépend. Suno, Une des comme vous voulez. premières amies de Goku. De Goku, ouais. Et la dernière. On en parle pas, c'est pas important. Enfin, pas je veux une dire, amie. une qui est de son âge, de sa taille. Une amie, c'est sa meuf. Qui lui ressemble un peu plus, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, les Japonais ont dû se poser des questions. Attends, elle va pas remplacer Chichi. Non, c'est vrai. Vendredi, quoi. Il y a des gens qui ont pu être inquiets. Moi, je crois qu'elle est avec Bulma et tout, quoi. Je veux dire, vendredi. Et puis elle est importante, hein. Peu de temps, mais elle est importante parce qu'elle sauve Goku quand même du froid. De la neige. Ouais, du froid, de son pire ennemi, le froid. Oui, c'est vrai. On l'a encore vu dans le film Broly, c'est son pire ennemi. Tout à fait. Oh non, son et pire on la ennemi, c'est revoit, sa queue. Il me semble. Alors dans le manga, je suis plus sûr, mais dans l'animé, on la revoit lors d'une Genkidama finale. Oui, on la voit. Oui, exact. On la revoit 2 fois. Avec ses 8, ouais. On la revoit lorsqu'il y a le Pico Daimao se rend sur King. Comment s'appelle King Tower, je crois. Le lieu. King Castle. King Castle, pardon, oui. presque. Oui, on la revoit à ce moment-là, puisque il y a un truc en commémoration du président de la Terre, l'espèce de chien là. Donc, Le roi chien. Le roi chien. Le roi de la Terre. Le roi de la Terre. C'est le roi Excusez-moi chien. du peu, ouais. Lui, il a toujours Et en été anglais, c'est King Fury. King Fury. Quoi? Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Truc qui a rien à voir. Mais... La Fury, c'est la fure, donc la fourrure. Ouais. Et dans Marvel, c'est Nick Fury. Il s'appelle King Fury, tu vois. Il y a une recherche derrière, hein, mais c'est un peu spécial. Mais c'est vrai qu'on la revoit ce passage-là. Le roi chien qui m'a toujours fait penser au prince régnier de Monaco, moi, je sais pas pourquoi. Quoi? Parce qu'il est petit, Pourtant, c'est un chien, c'est pas une araignée. Ouais, il m'a toujours fait penser à l'un des personnages des petits malins. Oui, je sais. Non, mais petits les malins. petits moustachus, c'est pareil pour moi. Ouais, bon, d'accord. Merci que ça. C'était l'analyse intéressante. Une pensée aux petits moustachus qui nous écoutent. Exactement. Mais nous, sans oublier les sombres moustachus, les souriants moustachus et tous les moustachus de la VF. Bon, bien sûr. bref, on parlait de Snow Bref, à la base, quand on même. parlait de Suno, je crois, à la base, oui, tout à fait. Elle a un rôle assez important, l'une des petites parties du général Red Ribbon. Je sais pas, beaucoup toi t'as aimé ou pas? Bah, c'est vrai que c'était c'est la première vraie quête de Goku, hein, donc c'est vrai qu'elle est importante dedans. Oui. Et c'est comme là en plus qu'après va ensuite habiter C8 à Chan ou C8 dans la dernière traduction. Ah oui, numéro 8. J'ai trouvé ça mignon, oui. C'est 8. Ouais, C8. C'est oui, c'est marrant, c'est mignon tout plein. Bah ouais, c'est avec ouais. la manie de Goku d'écorcher tous les Ouais, prénoms. ça c'est vraiment très drôle à chaque fois. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'elle est importante dans tout ce passage-là. Et donc ouais, j'étais content de la revoir à la fin avec C8 justement. On voit qu'elle a grandi, etc. C'est plutôt cool. Je crois qu'on les revoit peut-être dans Dragon Ball GT à la fin. Je suis pas sûr, peut-être, ouais. Ah, peut-être, ça, je me souviens. Avec le Genki d'affaire à la finale, ouais, peut-être. Mais oui, alors effectivement, Snow ou Suno, elle a eu un rôle assez important. Et bizarrement, c'est vrai que ça c'est assez étrange, c'est qu'on la revoit dans le film 1, mais elle a changé de nom. Panji, elle s'appelle. Je voulais pas qu'on la reconnaisse, hein, peut-être qu'elle avait peur, quoi. Je me rappelle plus dans l'anime, elle est rousse ou pas dans la série TV? Ouais, enfin c'est rouge. Elle est rousse également. Ouais, c'est rouge, rouge, ouais, c'est rouge, ouais. Ouais, elle est rousse également comme dans le film. Ouais, non, là, c'est que c'est la même, j'y avais pas pensé, tiens, mais bon, enfin c'est la même. Hein. C'est le même design en tout cas. Bah, c'est le même modèle sheet et tout, la base est la même, c'est juste que le nom est totalement différent, ce qui est assez rare d'ailleurs pour le souligner. Bon, c'est un film en plus qui reprend. Oui, qui reprend les la meilleurs trame, donc éléments, forcément, exactement. Tout comme ce que tu peux voir avec Hokuto no Ken et tout Galaxy Express, enfin voilà. Enfin, tous les films, hein, tous les films Dragon Ball, c'est un peu ça, ça reprend un peu. Ça reprend souvent l'anime, mais en différent, quoi. Je veux dire. C'est vrai, mais là, c'est Sauf le une 3 qui est nouvelle un peu histoire, différent, c'était une nouvelle histoire, elle est de nouveaux débuts, de nouvelles origines, donc Bah, c'est vraiment un truc qui se réécriture, faisait. oui. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui se faisait très souvent avec la Toei et avec d'autres productions, tout à fait. Ouais. Parce que les gens ils pouvaient pas sortir une série avec 48 000 VHS, donc vous voulez voir en une seule histoire, en un seul film, bah putain, on a la solution. C'est ça. Magnifique. N'est-ce pas? Et là, nous avons après un passage qui apparaît dans l'anime, mais elle apparaît bien avant, puisqu'elle a sa propre série. On va bien sûr parler d'Arale. Eh oui, Arale, bien sûr. Grand personnage. Un énorme personnage d'ailleurs. Un des meilleurs alliés de Goku, du coup. Et la première fille robot. Oui. Exactement. Et puis un superbe caméo de Dr. Slump dans Dragon Ball. Avec le village pingouin.
J'aime beaucoup le cameo de Dr. Slump, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'attriste de me dire que les gens connaissent Harley uniquement par le tome 7 de Dragon Ball et pas par les 18 tomes de Dr. Slump. Je pense qu'il y en a même beaucoup maintenant qui l'ont découvert uniquement avec l'épisode de Dragon Ball Super. Également, oui. Ça me pas. Qu'ils connaissent. Bon, mais dans un sens, hein, c'est pas plus mal, hein, je veux dire. Mais après, ça peut servir à ça. Ça sert aussi parce que moi, je fais partie des gens qui ont d'abord connu Dragon Ball et quand il y a eu ce caméo, déjà, j'avais pas repéré que c'était un caméo. Et c'est que plus tard, en grandissant, que j'ai compris que c'était une autre série de Toriyama et ça m'a donné envie de la découvrir. Donc, Ah, tout pareil. Moi, j'ai jamais vu, mais... Alors moi, j'avais découvert Dr. Slump par la 5 qui était... c'était diffusé sur la 5 Dr. Slump. Et je m'en rappelle du doublage français que je détestais. Ah, le doublage français de Dr. Slump, je ne peux pas. Il y a pourtant de très bonnes voix. Il y a même quelques voix similaires à celles des comédiens français de Dragon Ball. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste que c'est pas drôle. Franchement, l'humour français de Dr. Slump, enfin... du mal à passer. L'anime, c'est très pipi caca. Alors, ok, l'anime peut être des fois pipi caca, je dis pas le contraire. Mais d'une part, Dr. Slump, je dirais, allez, les 100 premiers épisodes ont très mal vieilli, selon moi. Et d'autre part, ça n'adapte pas vraiment correctement le manga, selon moi. Donc, c'est pas une meilleure adaptation, mais par chance, c'était de la Toei Animation. Donc lorsqu'ils ont fait le crossover pour Dragon Ball l'animé, t'avais déjà toute la team. Minoru Maeda était déjà dans Dr. Slump, Shunsuke Kikuchi était déjà dans Dr. Slump. Donc du coup, ça tombait à pic que ça soit la même équipe, quoi. Ça tombait à pic. Parce que ça aurait peut-être pu poser le problème Oni sinon. Et ouais, donc Harley, ça a été la fille la plus forte en fait pendant un moment. Hein. Vu que c'est un gag manga, ne l'est-elle pas encore maintenant, je veux dire. Concrètement, c'est elle la plus forte. Je sais pas, tu sais, numéro 18, elle a quand même... Oui, mais comme c'est un gag manga... Mais oui, c'est vrai que si tu parles elle a oublié aucune règle, hein, d'ailleurs on l'a vu dans Dragon Ball Super, je veux dire, c'est n'importe quoi, je veux dire. Dr. Slump n'a aucune limite, donc forcément... Donc c'est une fille super forte qui aime bien jouer avec du caca. Voilà. Exactement. Elle peut jouer au bowling avec les planètes. Hein. Ouais, et puis surtout, elle a aucune retenue. C'est un peu comme Bibi et le coyote et tout. Enfin, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est... Tu peux tout faire n'importe quoi, elle s'adapte et elle le fait à sa manière. Et c'est pour ça que c'est extrêmement drôle. Et puis avec le Général Blue, mais qu'est-ce que c'est drôle la fin justement avec lui. C'est vraiment très drôle. Et dans le film 3, qui n'est pas l'un de mes favoris, mais c'est vrai que le passage avec Tao Pai Pai, Harley et les 4 chamans, je l'aime tout particulièrement parce que je trouve vraiment très très drôle. Les 4 chamans qui attachent la natte de Tao Pai Pai sur un arbre, c'est génial. Oui. Je peux le voir des milliards de fois, ça me fait toujours sourire ce truc. C'est vrai que j'adore ce passage aussi. Hein. Ah oui, les 4 chamans qui sont extraordinairement très puissants. Et puis il y a Obo Chaman aussi, le compagnon d'Harley, qui est encore plus fort qu'Harley. Et oui. Donc oui, c'est pour ça que Goku était très surpris, il se disait mon Dieu, cette fille est plus forte que moi, quoi. Inscris-toi au prochain Tenkaichi Budokai. Bon, évidemment, elle le fera jamais, mais voilà. Et ça sert à son développement justement. Il rencontre quelqu'un qui est aussi fort, voire plus fort que lui. Enfin, il se dit ça et ça le motive encore plus, quoi. C'était la Beerus de Dragon Ball. À ce moment-là, oui, c'est vrai. Ouais, n'empêche, c'est vrai que c'est pas faux, n'empêche. Hein. C'est un peu ça. Ouais, mais c'est vrai que j'aime quand même bien ce caméo. En plus, Tsukutsun a une classe dans ce caméo, trop classe, donc je suis content. Tsukutsun, Yamcha a récupéré ses fringues depuis Battle of God, mais voilà, ça reste pour moi Tsukutsun. Il est beaucoup, il n'a pas eu la même utilisation, on va dire. Ouais. Pour resituer, c'est un personnage, il touche une femme, il se transforme en tigre. C'est original. Oui, très original, bien avant Ranma, il y avait ça. Et du coup, je me demande, qu'est-ce que ça fait s'il touche Ranma en demi? Ah, ça dépend. Ils s'en transforment en demi-tigre. Putain, ça me rappelle la question d'un fan, Rumiko Takahashi, sur Ranma demi. Qu'est-ce qui se passe quand Ranma se prend de l'eau tiède? Oui, de l'eau tiède, oui. Ouais, est-ce que Ranma peut être enceinte? Enfin non, t'avais plein de questions là-dessus à l'époque sur Ranma, c'était incroyable. Ah, l'imagination des fans, tu sais. Eh oui. Et qu'est-ce qui se passe quand on met de l'eau chaude et quand Ranma est enceinte? Enfin bon, voilà. Vraiment, c'était horrible. Sur Dragon Ball, on a fait l'appareil, hein. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe quand les fantômes de Gotenks touchent Toninjika, je veux dire. Enfin, le créateur. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe, hein, je veux dire. Oui, ce qu'avait mis qui se transforme en carotte. Je trouve ça génial, ça. Et qu'est-ce qui se passe si Ranma en demi est dans la piscine et boit un thé? Ah. Est-ce que la piscine est froide? Tu me rappelles les what if qu'il y avait dans les vieux trucs de Marvel. Qu'est-ce qui se passe si le surfeur d'argent affronte comment il s'appelle Storm, comment il s'appelle le gars
Iceland, le gars des X-Men là. Putain. Iceberg. Iceberg, voilà. Il affronte Iceberg, le super d'argent dans une tempête de neige. Et là, tu vois une caisse blanche, quoi. Voilà. Tu me rappelles c'est un peu ça. Ouais, c'est trop ça l'idée, quoi. Donc, du coup, on peut enchaîner avec le prochain personnage. Je vais pas vous révéler. Chanel devient chef. Il a perdu sa fiche, c'est pour ça. La voyante. Le prompteur est cassé. Exactement. Ah oui, la sœur de Cam et Céline, s'il vous plaît, messieurs. Et oui, grosse révélation. On apprend qu'il a une grande sœur qui est encore plus vieille que lui, du coup, et qui a des pouvoirs magiques. Enfin, c'est quand même fou. Et qui a un rôle extrêmement important sur des parties bien clés du manga. Parce que c'est vrai que le fait de pouvoir communiquer avec les morts, c'est vachement tout voilà. Et d'avoir une permission de 24 heures pour un mort, qui sera bien utile au dernier arc. Tout à fait. C'est à cause d'elle qu'on a eu le droit au retour de Freezer contre... Ou grâce, c'est son nom. Ouais, pour moi c'est à cause. Mais c'est vrai. Parti pris là. Mais c'est vrai que c'était très intéressant parce que lorsque un jour on fera un podcast sur Baba la voyante sur ce mini arc, mais par exemple Kame Sennin nous disait que Hackman était toujours le dernier combattant des combattants de Baba la voyante, mais là on voit Baba. Et là justement c'était Sangohan. Et ça veut effectivement vouloir dire que d'habitude les 5 guerriers, il y en a un qui n'y était pas, donc il est différent, certes, ok, et que grâce à Baba, elle avait prédit que Goku ce jour-là viendrait effectivement lui rendre visite. Ça donne une des scènes les plus émouvantes du manga. Exactement. Très belle scène, très belle scène. On voit Goku pleurer, c'est comme, je pense que la seule fois d'ailleurs. Vraiment peut-être que quand Krillin meurt aussi, peut-être aussi. Oui, Krillin meurt, oui, voilà, j'étais sûr. Mais là, il pleure plus de... Dans le manga, il est en colère, mais il pleure pas, il me semble pas. Il n'y a pas une petite larme qui lui coule quand même. Kame Sennin dans DBS aussi, je crois. Ouais, mais là c'est. Mais après voilà, c'est pas les mêmes larmes. Je m'attendais à votre réaction. Il faut savoir, j'attendais, je chronométrais. Tu es vil. Voilà. Mais oui, Baba la voyante est un personnage très, très différent de ce qu'on voit d'habitude. Très original, au niveau esthétique, au niveau... Goku écorché son nom, d'ailleurs. Oui, ça fait un... d'ailleurs, c'est un des plus beaux gags. Oui, c'est Urena et Baba, c'était vieux débris bon acheté. Ça c'est quand même génial, quoi. Je sais plus comment comment ils l'ont le traduit la dernière fois. Je dis c'est en tout cas dans la Perfect Edition, c'est vieux débris bon acheté ou un truc. Ah non. Alors, c'est bien toi, Baba larmoyante. Ouais, Baba larmoyante. Oui, c'est vrai. Bravo Shonen Gohan, tu gagnes une tringle à rideau. Ouais. Tu me l'envoies pas la poste, j'espère. Baba larmoyante, c'est vrai que c'est pas mal aussi, Baba larmoyante, c'est pas un bon jeu de mots. Ouais, c'est bien débrouillé dans les jeux de mots avec les noms des personnages. Bien, ouais, je fais doigt. Ah oui, non, la traduction de Fédégo à la Boudière, vraiment, elle arrive enfin, pas à traduire les blagues, parce que ça serait idiot, je veux dire, mais comme ici, je veux dire, tu irais pas mettre, vieux débris vont acheter, ça un peu long, quoi, je veux dire. Et surtout que tu comprends pas pourquoi Goku l'appellerait comme ça. Voilà, déjà, exactement. Alors que bon, en japonais c'est facile, parce que c'est Urenai Baba, et apparemment Urenai ça veut dire vieux débris vont acheter, donc... Voilà, ça c'est juste pour une note de traduction, voilà, c'est ça. Le jeu de mots originel c'est ça, et voilà. D'ailleurs je pense que, il me semble que dans la Perfect Edition c'est écrit en note de bas de page, donc... Oui, comme pour les jeux de mots avec Keiyo, justement. Voilà, c'est ça, et donc c'est écrit en bas, le truc original. C'est bien, donc t'as la blague originale, et en même temps t'as l'adaptation. Ça c'est la valeur, exact. C'est bien ça, oui. Acheter la Perfect Edition. Voilà, bon, vous l'aurez compris pour Baba. Écoutez notre podcast avec Fédois. Voilà, ça, voilà. Exactement, petite pub. On l'a pas mis dans notre petite liste, mais on avait aussi un excellent personnage à la fin de Dragon Ball, la série animée. Donc c'était Anine, je sais pas si vous vous rappelez d'elle. Ah, le filler là avec... Ouais. C'est qui celle-là? Je me souviens absolument pas de ce filler. Avec Sangohan. Là, le filler... Avec Sangohan, justement, le grand-père qui revenait, justement. Alors Anine, c'était donc la gardienne du monde des 5 éléments. Je me souviens qu'ils ont des tenues bizarres, mais c'est tout. Et moi, j'adore la tenue de ce personnage. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle est très singulière.
Et effectivement, c'est grâce à elle que Son Goku va retrouver l'éventail magique, le fameux quoi. Le fameux. C'est dans ce machin là où j'ai vu ça. Oulala. Le fameux dessous de plat qui est parti à la poubelle normalement. Oui, le dessous de plat, exactement. Non, c'est tout à fait ça. Donc bon voilà, c'était un personnage assez remarquable, mais bon voilà, je me doute que cette partie de l'histoire, malheureusement, dans l'animé n'est pas assez connue. Mais voilà, je tenais à souligner. Ouais, je l'ai vu une fois, je m'en souviens pas. Je tenais quand même à souligner donc l'existence de ce personnage. Bon, écoutez, on va pouvoir avancer. Donc après, qu'est-ce que nous avons comme personnage Nous avons je crois qu'il y a numéro 18. Oui, il n'y a personne avant numéro 18. Là, justement, on voit que dans le manga, autant il y avait beaucoup de personnages. Il y a juste Gigi qui revient. Il y avait beaucoup de personnages féminins au départ, je trouve, Ouais. régulièrement. Et après, à partir de l'ellipse, de l'arc Saiyan jusqu'à l'arc Cyborg, on n'a plus de nouveaux personnages féminins. Le manga a complètement changé après, en fait. Au début, avec c'était de l'aventure. Au début, c'était de l'aventure pendant tout le moment où il était enfant, et après, c'est vraiment devenu pratiquement que du combat. Donc, c'est vrai que du coup, fallait vraiment avoir une fille très puissante pour pouvoir, pour pouvoir la justifier dans le manga. Hein. On a d'abord des Saiyans, donc c'est que des mecs pour le moment. Après, il y a l'armée de Frieza, donc là, il a mis que des soldats masculins. Même s'il y en a qui sont un peu efféminés. Quoique c'est bon, on n'est pas certain. Ouais, c'est ça. Je ne vois pas de quoi vous parlez. D'ailleurs, Freezer non plus, on ne sait pas. Hein. Et après, on a le brillant personnage de numéro 18 qu'on doit à l'éditeur de Toriyama à l'époque, du coup. S'il ne l'avait pas un peu poussé, il ne l'aurait pas créé, n'est-ce pas? Effectivement, oui, Torishima a dit c'est quoi, il a pas c'est aimé quoi du tout, ce vieux, là c'est 19 et c'est 20, pardon. Du coup, il m'a dit tu me fais autre chose, ça va pas du tout. Quoi. Ça va pas du tout. Le problème, c'est que Torishima n'a pas apprécié vraiment non plus C17 et C18, donc du coup, et heureusement qu'il était difficile cet homme, parce que du coup, on a eu 4 cyborgs et Cell, c'est encore mieux. Ah oui, non, ça c'est clair que. Puis bon, là, sans lui, la saga Cyborg serait parce ce qu'elle serait, hein, je veux dire. Exactement. Donc, non, mais oui. Donc oui, numéro 18, c'est après Bulma et Chi-Chi, je pense que c'est le troisième personnage féminin le plus important du manga, même si elle arrive tardivement. Et qu'elle a des goûts improbables. Écoute, elle a des goûts très country comme ça. Elle a le droit d'aimer les bonzes. Bah oui, c'est ça. En fait, je vais te dire, son secret, c'est que ça lui permettait de se recoiffer tranquillement sans avoir besoin d'un miroir. C'est vrai qu'il y a qu'à regarder dans le crâne de Krillin. En tout cas, on peut dire que Krillin a eu du nez de ne pas la faire exploser. Bravo. Ah. Balance. Merci. Bravo. Et oui, effectivement, numéro 18, c'est un personnage très important parce que elle est non seulement belle, mais en plus, elle est forte de caractère et forte tout court. C'est la première fois qu'on a un personnage féminin qui met en difficulté, enfin même qui arrive à battre. Non mais là, elle met une raclée à Vegeta, mais voilà, genre... raclée un personnage principal tel que Vegeta en Super Saiyan. C'est vrai que ça faisait écho à la bataille de Freezer, ça je trouvais ce truc-là. C'est-à-dire que quand vous voyez numéro 19, il est incarné par le même CU que Dodoria. Numéro 19 et Dodoria sont totalement humiliés par Vegeta, et presque de la même façon. Donc pour l'instant, il y avait une constance. Après, tu as Zabon et tu as numéro 18. Zabon, il aime la beauté, il est assez féminin et tout, sauf quand il se transforme évidemment. Et tu as ensuite numéro 18. Et c'est le deuxième combat que livre Vegeta sur une seule et même partie. Donc le fait que la virilité incarnée Vegeta se fasse battre par quelque chose de féminin entre guillemets, que ce soit Zabon qui est efféminé et par numéro 18 qui est une femme, ça laisse présager qu'il y avait bien le message derrière, en tout cas de Toriyama là-dessus. Effectivement, c'est un bon parallèle entre les deux. Ouais. Je pense pas... Ça n'a pas été fait par hasard, mais ce que je regrette plus, c'est qu'il n'y ait jamais eu de match retour entre numéro 18 et Vegeta. Ça a été toujours un de mes gros regrets. Même si après on sait qu'il l'a dépassé. Bien sûr, on le sait. C'est facilement déductible. Ouais, mais ça servirait vraiment Non, ça ne va pas servir. À l'histoire, ce sera... ça va alourdir le truc, je pense. Ça sert à... Non, il aurait fait... Ça sert à rien. Mais ça aurait pu être intéressant dans l'arc de Boo, par exemple, s'ils s'étaient rencontrés dans le championnat. Il aurait fallu que l'histoire se déroule autrement, en fait, avec Cell et Vegeta. Mais effectivement, moi, j'ai trouvé ça dommage la première fois que j'ai vu ça. Après, bon, voilà, tout le monde trouve ça cohérent aujourd'hui, comme tu le dis, puis ça.
Et ça a dû être dur pour Vegeta. Mais justement, c'est ce que dit Piccolo. Il venait tout juste de réussir à avoir sa nouvelle transformation de Super Saiyan. Et là, il se fait battre par une femme, en plus facilement. Et par une femme. Alors du coup, lui, avec la fierté qu'il a, ça a dû être vraiment compliqué. Il a fallu qu'il ravale son orgueil, oui, effectivement. Surtout que la manière dont l'animé dépeint le combat, c'est-à-dire qu'à un moment, t'as un passage précis où Vegeta fonce vers numéro 18. En fait, tu penses qu'il a eu numéro 18 et en fait non, elle a rien ressenti et lui il s'est pris un violent coup de genou et après elle lui met une baffe et il atterrit dans les rochers. Et cette scène, elle me fait froid dans le dos parce que tu sens que c'est le côté c'est donc ça un humain artificiel, tu fais waouh, enfin t'es sur le cul quoi. En fait elle a deux visages, elle est humaine que par le visage, mais sinon c'est un robot quoi. Et je trouve vraiment effrayant ce passage. Justement, on le voit même sur son visage. Je trouve qu'elle a vraiment une beauté froide en fait. Au début, dans le manga, quand elle apparaît dans l'anime, je suis totalement d'accord, mais totalement. Après, elle s'humanise effectivement avec Krillin, mais au début, oui, le regard, notamment le regard de numéro 18. C'est vrai que c'est très réussi. Il est très réussi. On voit bien que c'est artificiel en fait. Mais complètement. C'est le mot. C'est artificiel, tout à fait. Même dans leur personnalité à elle et son frère, tu vois bien que ils sont vraiment et encore plus dans dénués de sentiments. Et encore plus dans le TV spécial dans Trunks. Oui, là c'est encore autre chose. Là, numéro 18 apparaît tel que Trunks nous la décrivait, c'est-à-dire vraiment une personne machiavélique et tout, et même quand elle se fait tuer par... Même quand elle se fait tuer par... ils sont rien de cruel d'ailleurs ceux du présent. Mais même quand elle se fait tuer par Trunks dans le monde alternatif, avant cela, elle détruisait justement un bâtiment parce qu'elle avait perdu au jeu vidéo, mais... Oui. Tu dis putain, mais vraiment ils sont durs. Ou quand ils tuent Sangohan et tout, enfin c'est... Non, vraiment... C'est vrai qu'il y a 2 numéros 18. Et c'est pour ça que sur le wiki, on avait fait 2 fiches de numéro 18 parce qu'ils sont tellement différents que je préférais les départager. De toute façon, t'as eu raison. Trunks le dit lui-même, son voyage dans le temps altère quand même quelques petites choses, c'est un peu l'effet papillon, je pense, parce qu'il dit bien qu'ils sont plus puissants. Puissants, et puis pas du tout, ils n'ont pas le même caractère. Ils n'ont pas le même caractère, mais rien que le fait qu'ils soient plus puissants, alors que normalement ils devraient être les mêmes. Donc, tout à fait. Donc ça suggère qu'il y a quand même des choses qui ont été altérées. Et puis on a ce petit combat sympathique de numéro 18 contre Trunks et Goten, parce qu'il faut se rappeler que numéro 17, tué dans le manga, il y a eu 2 combats, Piccolo et contre Piccolo, voilà tout simplement, et Cell et contre Cell surtout, parce que c'est vrai que voilà. Numéro 18 n'avait eu le droit qu'à un seul combat, donc voilà, on a eu un deuxième combat numéro 18 qui était sympathique, qui était drôle et divertissant à la fois. Et qui mettait en valeur le niveau incroyable de Goten et Trunks quand même aussi, il faut le souligner. C'est vrai. Même si bon, ça reste un combat de tournoi, donc je pense qu'elle était pas non plus à fond, elle. Je sais pas. C'est pour la fin, je suis pas sûr. J'ai commencé un peu à être vénère. J'ai aussi cette case un type un petit random, je veux dire. Où numéro 18 t'es pas un petit peu en sueur, là j'ai fait Après, ça a toujours été un long débat sur les forums, je veux dire. Est-ce que numéro 18 était vraiment à fond contre Goten et Trunks? Donc, du coup, est-ce qu'on peut comparer la puissance de Goten et Trunks et de ces 18? Mais de toute façon, Broly se retient. Oui, ça c'est normal. Ouais. Il était derrière, on le voyait pas, il se retenait tout. C'est vrai que c'était un vent de rafraîchissement, je trouve, ce personnage. Enfin, un personnage féminin fort. Et je connais beaucoup les héros, etc. Et je connais beaucoup d'amis pour qui ce numéro 18 est leur meilleur personnage, quoi. Mais vraiment, c'est leur meilleur personnage, c'est une lubie pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de figurines de numéro 18 là-dessus. Elle est ultra populaire. Parce qu'il y a une demande, tout à fait. Et Dragon Ball, c'est vrai que Dragon Ball Super, ça ne fait ni chaud ni de froid sur numéro 18 dans l'arc du plus fort. C'est-à-dire que... Dans l'anime, j'ai bien aimé son traitement contre Ribrian, personnellement. Mais ça apporte pas spécialement grand-chose quand même. C'est exactement ça. C'est-à-dire je dirais en fait que tu t'en fous en fait. À la fin, c'était bien, mais c'était pas... La réputation numéro 18 est intacte. Alors que son rôle dans Bio Broly est très bien, par exemple. Oui. Et en plus, elle s'épuise, cette gourde. Elle s'épuise. Elle s'épuise. Oui, c'est s'épuise. D'accord. Elle s'épuise.
Ok, à bientôt. C'est les émanations du liquide broliesque exactement. Qui interfère avec ses... En tout cas, c'est un personnage dont on aurait aimé avoir l'histoire de tout ce qui s'est passé avant sa transformation en cyborg. Oui, même si Toriyama... Toriyama nous a donné leurs vrais noms avec elle qui s'appelait Lazuli. Mais on n'en sait pas plus. Son vrai nom, du coup, a jamais été utilisé dans le manga ou dans l'anime. Même là, à la fin, une fois que Krillin est avec, il pourrait très bien l'appeler normalement. Non, il continue de l'appeler numéro 18. Ce qui est quand même quelque part un peu bizarre. Parce qu'en fait, elle se souvient pas de son nom. Bah ouais, ça peut être une... Il n'y a rien qui indique qu'ils se souviennent de leur nom. Ils s'appellent numéro 17 et numéro 18, quoi. Mais s'ils avaient oublié, ils auraient oublié que le docteur Gero les aurait kidnappés, et ils se souviennent très bien de ça. Peut-être qu'ils se souviennent que de ça. Ah. C'est un traumatisme. D'ailleurs, il y a forcément des choses qu'il a réussi à effacer, de toute façon. Après, je pense que l'explication la plus simple, c'est que Toriyama n'avait pas prévu ses prénoms. C'est vrai, je pense aussi, oui. Oui, mais tout ce qui est Dragon Ball, ouais, mais après Dragon Ball Super, ils auraient très bien pu l'utiliser. Ouais, ça dépend un peu... Moi, j'ai toujours considéré qu'ils se souvenaient pas de leur vie antérieure, à part le fait d'avoir été capturés par Gero, et donc de leur prénom, etc. Donc... moi, ça c'est pas faux. Non, c'est possible. Il y avait un gag comme ça, je me rappelle plus exactement, mais dans Dragon Ball SD sur le passage de Gero qui les kidnappe, non? Oui, tout à fait, avec une sucette. Tiens, ma petite, t'as besoin d'une chose. Putain, c'est ça. Putain, quel malaise cette blague. C'est très drôle, mais aussi très malaisant quand même. C'est pas la seule dans Dragon Ball SD, hein, je pense que... Oui, là, celle-ci, elle est vraiment très osée, oui. Et étonnant qu'une blague comme ça passe, justement. Au Japon, oui, c'est pas la même chose qu'en France. En France, oui, c'est vrai que c'est... Ouais, en Europe, ça passerait peut-être moins, ouais. Ah, puis en Belgique, ça passe nickel. Surtout. C'est édité et tout, hein, t'inquiète. Ah ouais, sacré belge. Vive nous. Vive nous.